là, maintenant, je ne sais pas par où commencer. Donc, tout d'abord, je crois que je vais commencer par la fin quand tu parlais de la première année et puis les étudiants qui s'en viennent, surtout là. OK? Et puis ça, c'est un défi dans toutes les rencontres que j'ai eues. Et puis moi, je viens de l'éducation. Et puis pour nous, c'est un gros challenge aussi. C'est comme même si on est formé pour ceci, la première année, dans ce contexte-là, là où on est présentement, qui doivent être en ligne et puis qui ont des attentes et puis ils veulent, comme ils viennent à l'université pour vivre la vie de l'université, Oui. donc ils ont tous leurs rêves et puis ils sont en grand nombre. Donc là, on parle de ces gens-là et puis c'est un gros défi. Donc, qu'est-ce que tu peux, quelles sont tes suggestions pour les personnes? Parce que là, maintenant, tu es vraiment avancé avec ton cours et puis tu as eu les réflexions et tout ça, mais en moment de crise, présentement, quelles sont tes recommandations pour les gens qui n'ont jamais enseigné en ligne et puis elles ont des grandes classes avec des étudiants de première année qui ont beaucoup d'attentes et puis ils ne veulent pas les décevoir. Je dirais la première chose à exiger, ce serait du temps. Donc, exigez du temps de vos supérieurs, mais assurez-vous d'avoir ou, ou réservez-vous du temps, mais ça va vous prendre du temps. C'est-à-dire qu'il faut absolument, c'est pas parce qu'ils sont à distance qu'il y aura moins de temps investi qu'en classe. Il y en a plusieurs que. Puis là, je suis un peu content là, qu'en ce moment, tout le monde soit pris avec des cours à distance parce que moi, toutes les fois que je disais je donne un cours à distance, la plupart disent ah ouais, tu mets des vidéos, puis tu leur dis de lire des textes. Ben, tu peux l'essayer, mais ça ne marchera pas. Ça prend du temps. C'est juste ça, là. Donc, ça prend. Prenez-vous une petite plage horaire, là, puis on la bloque. Puis ça, c'est du temps que je vais donner à mes étudiants. Bon, la préparation d'un cours, là, il y en a plein qui vont le donner à l'automne. Ça va prendre du temps de le préparer parce qu'un cours à distance, il faut que ça soit euh, extrêmement bien organisé. Hein, il y a pas de place pour le petit jazz en classe, là. En classe, là, on arrive, on a un petit canevas, puis là, on se laisse aller, puis là, il y a des questions, puis effectivement, ça réoriente, puis y a-tu des évaluations? Je m'en souviens plus, mais là, l'étudiant vient de me poser, ah oui, c'est vrai, il y a une évaluation, puis là, ça oriente un petit peu le contenu. À distance, il faut que tout soit organisé. Hein, les objectifs de module, tout ça, là, si le prof ne l'a jamais fait, cet exercice-là, là, à distance, il n'y aura pas le choix. Chaque module doit être organisé, chaque objectif doit avoir du sens, chaque évaluation doit être liée à un objectif. Puis, tranquillement, je vais aider mes étudiants à atteindre ces objectifs avec des évaluations euh, formatives plutôt. Et à la fin, bien, je vais vérifier avec une évaluation sommative s'ils ont atteint ces objectifs. Mais tout ça, là, c'est du jargon de pédagogie, là, mais s'ils ne l'ont pas fait, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça prend du temps. Réservez-vous du temps. Donnez du temps. Il y en a plusieurs qui disent que quand j'ai gagné le prix, qu'est-ce que tu fais? Bien, je leur donne du temps. Je réponds à mes courriels, tiens. Je réponds à mes courriels, les étudiants se plaignent. J'écris un prof, il ne répond pas à mes courriels. Comment c'est possible aujourd'hui? Ah, un étudiant est prêt à attendre. Là. Si vous lui dites désolé, je n'ai pas le temps, je te réponds dans 2 semaines, il va comprendre que vous êtes occupé. Mais de ne pas leur répondre, ben, qui accepterait d'être ignoré aujourd'hui dans notre société? Là? Non, non. J'existe, montre-moi que tu existes. Tu as du temps, tu n'as pas de temps, je le comprends. Mais il y a un temps qui est prévu pour répondre, mais il y a du temps. Il y a du temps, du temps, du temps. Il y a un courriel qui rentre. Des courriels, j'en reçois des centaines par jour. Là. Puis il faut les traiter, il faut les organiser, il faut prévoir du temps pour répondre aux courriels. Mais ça, c'est du temps, du temps. Donc, pour ceux qui pensent que tout à coup, la formule à distance, euh, ben, on pourra s'en sortir avec un canevas qui est assez fermé, puis tout à coup, je suis tranquille pendant les 3, 4 prochaines années, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc, ça, c'est le premier conseil que je dirais, là. Donner, donner du temps à vos étudiants. Puis une fois que vous aurez le temps nécessaire pour travailler, prévoir le cours, organiser le cours, ben à ce moment-là, ça sera plus simple de
de mettre en... Une fois que c'est bien organisé, bien schématisé, à ce moment-là, organiser le contenu, ça devient plus simple, plus logique. Mais tout ça, ça nécessite des ressources. Et si vous manquez de temps, engagez du monde pour répondre à vos courriels ou engagez du monde pour vous libérer du temps. Mais à la fin, là, moi, mes étudiants, à la fin, avant, là, je le donnais en classe, puis à distance, là, mes étudiants à distance, je consacrais peut-être 3 fois plus de temps à eux. C'est pas compliqué. En classe, je le disais tout à l'heure, là, je me pointe, je leur donne un petit sourire, je fais une petite blague, puis la connexion se fait. À distance, qu'est-ce que vous allez faire pour créer cette relation-là? Qu'est-ce que vous allez faire? Leur envoyer un courriel générique, général, envoyé à tous, puis dites faites ci, faites ça, faites ça. Bien, il n'y a pas de relation. Là. Il y a une transmission d'informations, mais ça pourrait être un robot. Comment créer cette relation-là? Ça se fait, mais c'est du temps. Comme moi, là, en classe, j'en ai 250. Sur tous ceux qui vont se présenter, là, j'ai un forum Présentez-vous. Sur les 250, il y en a peut-être 200 qui vont se présenter. Puis sur les 200 qui vont se présenter, moi, je vais écrire un courriel personnalisé à 100 de mes étudiants en disant Salut, tu t'es présenté, tu as dit ça, haha, c'est drôle, t'as-tu pensé à ça? Bon cours, bonne session, bye, Jean-François. Bien, eux autres, là, d'abord, ils ont poursuivi de courriel de profs de quasiment tout leur bac. Là. Fait que là, tout à coup, il y a une relation qui est créée. Mais ça, c'est une façon. Mais il y en a plusieurs en ce moment qui vont écouter cette vidéo-là, là, notre enregistrement, qui vont dire il est fou. C'est quoi cette histoire-là sans courriel? Mais non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Mais faites-le pas. Faites-le pas. Mais c'est comme à distance, c'est quasiment des relations à un. Il y a des artifices là, pour les rejoindre. Puis un podcast, c'est un peu ça. Là, tu peux les rejoindre directement chacun dans leurs oreilles, mais un grand groupe en même temps. Mais il faut mettre en place des outils. Sinon, il n'y a pas vraiment de communauté, il n'y a pas vraiment de relation entre le prof et les étudiants. Ça, c'est ça qui est intéressant pour les profs. Ils le savent comment créer une relation avec les étudiants. Les bons profs, là, ils vont être super bons à distance. Tout ce qu'ils ont à faire, là, c'est une question de traduction. Qu'est-ce que je fais en classe? Qu'est-ce que je ne peux plus faire à distance? Mais qu'est-ce que je ferais à distance pour faire ce que je faisais bien en classe? Puis cette transition-là, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'aide, ça demande de l'encadrement, ça demande tout ça, mais ça se fait. Les bons profs, là, gageons que les bons profs en classe vont être bons à distance. Il y a une transition, mais les mauvais profs en classe, c'est sûr qu'ils ne seront pas bons à distance. Ça, c'est sûr. Mais les bons, il y a quelque chose de petit peu paniquant avec la technologie, mais faites-vous accompagner. En classe, j'expliquais ma classe commodale. Si vous n'êtes pas bon avec les technologies, engagez un auxiliaire là, qui peut se déranger, puis vous donnez votre cours en classe, puis ça va très bien se faire. Mais c'est ça. Ça demande du temps, des ressources, de l'aide, mais ça se fait. Oui, absolument. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'enseigne avec la formation commandale aussi, puis je, je suis accusée de répondre aussi à mes étudiants un peu rapidement. Moi, j'utilise les médias sociaux. Voilà. J'ai toujours utilisé les médias sociaux depuis 2013. Et puis, c'est comme les réponses rapides. Pour moi, quand quelqu'un me demande est-ce que tu dois toujours être connecté aux médias sociaux avec tes étudiants, comme ça prend beaucoup de temps et tout, je leur dis, mais pour moi, c'est au contraire. Parce que quand ils sont en train de travailler sur un projet et puis ça bloque, et puis, ils ont besoin d'une réponse rapide, pas une explication, mais comme juste go, puis tu sais, comme juste une clarification à la place de pousser, puis écrire un courriel, et puis répondre avec. Tu sais, comme ils m'envoient un message sur les médias sociaux, et puis je réponds rapidement avec, sans les, tu sais, comme bonjour, et tu sais, comme toute la netiquette, okay, là, mais vraiment un message rapide, juste pour les débloquer, puis ça roule. Et puis, pour moi, ça gagne beaucoup de temps à la place d'avoir des choses, des lacunes qui vont après, tu sais, comme causer plus de problèmes. Oui, ça va s'envenimer. Oui, moi j'ai adopté cette réaction rapide aux étudiants qui m'a fait en réalité gagner beaucoup de temps dans le processus et puis dans mes cours. Mais c'est pas facile à tout le monde, surtout si on n'est pas à l'aise avec la technologie ou bien on n'arrive pas vraiment entre la recherche et puis entre toutes les différentes responsabilités aussi vraiment consacrer beaucoup de temps. C'est un gros défi, je comprends très bien à beaucoup de professeurs. Euh, je veux retourner en arrière quand tu présentais les 5 différents projets. Pour quelqu'un qui vient de découvrir ces projets-là,
comment on peut décrire l'expérience de l'apprenant? Parce que on voit ces 5 différents projets, mais est-ce que c'est vraiment 5 ou c'est vraiment la combinaison entre ces 5 qui se représentent dans ton cours? En fait, Comment on voit l'expérience étudiante? tout ça, c'est dans le cours. C'est-à-dire que la présentation que j'ai faite, je dirais que c'est quasiment chronologique, là, c'est-à-dire ça n'arrive pas d'un bloc. Là. J'ai jamais tout fait ça. J'aurais jamais été capable de faire tout ça en même temps. Mais c'est des petites idées. Toujours, c'est le besoin de m'ajuster à mes étudiants, de me donner un cours qui est intéressant pour moi, pour eux. Puis c'est chronologiquement que j'ai instauré ça. Puis ça finit par s'accumuler. Mais l'étudiant qui met le pied dans mon cours en ce moment, ben, il y a tout ça en même temps. Là. Alors qu'il y a 10 ans, il n'y avait rien de tout ça. Là. Puis d'ailleurs, je remercie mes anciens étudiants d'avoir été patients à mon endroit parce qu'il faut aussi là, que les étudiants soient patients à l'endroit des jeunes profs. Je le disais tantôt, on n'est pas formés. Qui a eu de la formation en pédagogie à part ceux qui ont étudié en pédagogie? Personne. Donc, il faut être patient envers les profs, mais en même temps, les profs, il faut qu'ils soient au moins honnêtes, suffisamment honnêtes et consciencieux pour dire je ne suis pas formé, donc je vais me former, je vais développer, je vais me réserver du temps. Ben oui, c'est des horaires de chercheurs, c'est compliqué. Là. Je comprends tout ça, mais l'institution universitaire, il n'y a pas juste la recherche. Je comprends que c'est celle-là qui est valorisée en ce moment. Euh, Plus, en tout cas dans un CV, c'est celle qui semble être la prioritaire, mais on a d'autres. En fait, notre rôle social, il y a de l'enseignement. Là. Demandez aux étudiants qui arrivent à l'université, c'est quoi un prof? Ils ne vous diront pas sa recherche. Je ne sais pas, je n'ai même pas lu, mais je veux que ça soit un bon prof en avant. Là. Moi, j'arrive en avant pour apprendre, pour avoir une expérience intellectuelle passionnante. Je veux apprendre, je suis là pour grandir, changer, devenir un homme. Ça pourrait être ça pourrait être un élément important. Je pense qu'il faut rassurer les étudiants. Là. Donc, comme prof, c'est important que le cours soit organisé, mais c'est important de rassurer les étudiants. Je me rappelle, les étudiants en sciences et génie sont assez performants là, quand ils arrivent face à un cours d'éthique. C'est plus la peur que d'autres choses. C'est-à-dire que c'est quoi cette babite-là? Est-ce que je vais couler pour la première fois un cours dans ma vie parce que je ne comprends rien à l'éthique? Donc, il y a besoin des rassurer. Puis là, pour les rassurer, mais là, il faut que tu leur dises, mais mon cours est organisé. Puis il y a des objectifs. Puis en plus, ces objectifs-là sont atteignables. C'est pas. Moi, je me rappelle, j'avais déjà suivi un cours. Il fallait que je saisisse la pensée de Platon. Là. Comment je peux saisir une pensée d'un philosophe que. Bon, c'est un objectif. C'est intéressant. Est-ce qu'il est atteignable? En tout cas, je ne l'ai pas encore atteint. Là. Puis je suis un prof de philo depuis plusieurs années. Donc, avoir des objectifs qui sont atteignables, tu leur dis, ben oui, ils sont atteignables, puis voici ce que vous devez faire, puis voici comment vous allez les atteindre. Puis, donc ça, il y a quelque chose de rassurant. Puis, je dirais un autre conseil que je pourrais vous donner aux profs, c'est essayer de vous rappeler ce à quoi vous ressembliez lorsque vous aviez 19 ans. 19, 20 ans. C'est-à-dire que moi, j'entends les profs autour de moi, là, hey, ils sont pas organisés, ils sont désorganisés, ils écrivent mal, puis ouais, ben oui, mais à 19 ans, ben, on est désorganisé, puis on écrit mal, puis quand on est rendu à 40 ans, ben, on n'a pas le choix, fait qu'on est organisé, puis on écrit bien, ou mieux, mais c'est ça, là. Donc être rassurant pour les étudiants, puis essayer de ne pas perdre. Plus on enseigne longtemps, je dirais, plus on risque d'oublier ce à quoi on ressemblait à cet âge-là. Puis à cet âge-là, on a peur, on veut réussir, on est désorganisé, on fait le party. Donc, il y a tout ça en même temps, puis en même temps, on veut réussir. Donc, le prof, il y a aussi à ne pas oublier c'est quoi un étudiant de 19-23, c'est quoi ses attentes, c'est quoi ses besoins. Quand on reçoit un courriel en fin de session, là, puis là, les courriels ils commencent à avoir des points d'exclamation, puis tout ça, ben, on peut le juger en disant ah, je vais y répondre avec 3, 4 points d'exclamation, puis il va savoir c'est qui son prof. Puis, alors que, ben non, c'est un étudiant, il a 19 ans, il est désorganisé, fait qu'il n'a rien fait. Il a peut-être fait le party la veille, puis il t'écrit avec des points d'exclamation parce qu'il est impatient, les gens dans son équipe ne font plus rien. Il a peur, ben, rassure-le, écris-lui avec des points, puis des virgules. Puis c'est pas grave, ça va aller, on se calme, on reste respectueux, mais on continue, on ne lâche pas. Absolument, absolument. OK, là, on va passer au, euh, au travail dans les coulisses.
Donc, c'est super inspirant, les différents projets, puis les différentes expériences que tu donnes aux apprenants. Mais tu as parlé du temps, mais quoi d'autre? Comme par exemple, surtout, là, tu as dit que tu pouvais partager les exemples de l'application, ou bien des exemples de ton spreadsheet avec Avec les comment tu trophées, fais là. les trophées. Puis, donc, tout le travail du back-end, qu'est-ce que tu peux partager avec nous pour que les gens puissent avoir une idée, qu'est-ce que ça prend, tout ça? Ben, je pourrais peut-être déjà repartager je pense que je l'ai, la vidéo. Pour ceux qui voudraient la voir. Non, elle est ici. J'espère qu'elle va décoller. Oui. Comme ça, Quel logiciel tu utilises pour le podcast, par exemple? comment? Le logiciel que tu utilises pour le podcast, lequel? Le logiciel que j'utilise pour enregistrer, c'est Audacity. Donc ça, c'est un logiciel qui est gratuit. Je vais arrêter là, parce que ça va distraire un peu. Ah non, je vais le laisser aller. Tiens, on voit des vidéos. Le podcast. En fait, pour produire un podcast, c'est pas compliqué. Ça prend une application qui s'appelle Audacity, qu'on installe. Elle est gratuite. Elle est assez intuitive, là, je dirais que c'est pas si compliqué que ça. Ça prend un micro. Si vous avez un micro de votre cellulaire, ça fonctionne. On branche ça dans l'ordinateur. Sinon, si vous voulez aller plus gros, vous allez chercher des micros qui sont plus intéressants. Mais l'enregistrement, c'est pas compliqué. Puis après ça, pour publier ces podcasts-là, dans le fond, on va chercher un hébergeur. Moi, j'utilise Podbean, qui est un hébergeur. Il y en a plusieurs autres, là, je le mentionne parce que celui-là, je le connais un peu mieux. Puis je prends mon enregistrement. J'ai fait une sauvegarde de mon enregistrement audio, puis je le dépose sur Podbean. Fait que là, il va me demander toutes sortes d'informations. Je réponds aux questions. Puis lui, il va me donner un fil RSS. Donc, un fil RSS, là, c'est une adresse qui pointe vers Podbean. Puis, cette adresse RSS-là, je la soumets à Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Puis, une fois, ça, on le fait. Puis, une fois qu'ils ont accepté l'adresse, ben là, après ça, à toutes les fois que je vais déposer un nouvel enregistrement sur Podbean, il va être téléchargé automatiquement ou téléversé automatiquement sur les applications de podcast traditionnelles. Et puis donc, c'est un processus d'une seule fois et puis ça part automatiquement. Et puis les étudiants, pour trouver tes podcasts, c'est sur mon portail et puis tu les envoies ou bien ils s'enregistrent Sur l'ENA, sur la page d'accueil, c'est écrit plusieurs choses, mais entre autres, il y a le podcast FI 390. Si vous voulez vous abonner, là, j'ai mis une icône Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, il y en a d'autres. Puis là, je les oublie pendant que je les mentionne. Puis on a juste à cliquer, puis ça va tomber sur leur diffuseur préféré. Spotify, entre autres, là, moi, je ne savais pas, mais je regarde mes téléchargements, puis c'est à peu près 50% de tous mes téléchargements. Moi, je pensais que c'était Apple Podcast parce que je suis sur Apple. Puis c'est à peu près, Apple, c'est à peu près 7% de mes téléchargements qui viennent de là. Donc, les profs ont des iPhones, mais peut-être pas les étudiants, ils ne sont pas exactement là-dessus. Eux autres, c'est sur Spotify. Puis, une fois qu'ils sont abonnés à ton podcast, à chaque semaine, ils vont avoir ton podcast automatiquement qui arrive dans leur feed. J'ai pas le mot français, là. Puis, il va rester ça à faire. Et puis, est-ce que tu as des analytics, est-ce que tu as des données sur, par exemple, combien de temps ils écoutent? Est-ce qu'ils écoutent tout le podcast? Est-ce qu'il y a des données que tu peux prendre de ces... Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Si vous voulez, je vais arrêter mon partage. Oui, vas-y, moi, je te pose des questions alors que je veux absolument que tu partages. Est-ce que je l'ai partagé finalement, la vidéo, ou non? Non, je ne l'ai pas partagé. Non. Non. Je le ferai tout à l'heure. La question, c'était les podcasts. J'ai oublié ta question. Est-ce qu'il y a des données que tu... Oui, c'est ça qui est intéressant avec les hébergeurs. Une fois qu'on l'a choisi, moi, ça me coûte à peu près 100 $ par année. Là. Donc, moi, j'ai un projet pédagogique associé à ça. Ça me coûte 100 $, j'ai un hébergeur. Puis l'hébergeur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'à toutes les fois que quelqu'un, je te parlais de l'adresse RSS, là, à toutes les fois que quelqu'un télécharge, ça vient se brancher sur Podbean.
sur ton hébergeur. Puis après ça, c'est téléversé vers les autres. Donc, eux autres sont capables de voir la statistique, d'où ça vient la demande de téléchargement. Donc, ils vont te produire un rapport, même avec la formule de base, là, ils te produisent un rapport. J'imagine que si on paye encore plus cher, il y a des formules détaillées, mais moi, j'ai le nombre de téléchargements, l'heure de téléchargement, le profil de mes téléchargeurs, l'endroit dans le monde où ils se situent. Donc, moi, j'ai vu que j'en avais 2 au Congo, j'en avais 2 en Suisse, 3 en France, j'en avais 192 au Canada, quelques-uns aux États-Unis. Mais ça, on voit ça, mais c'est généré automatiquement. Puis c'est intéressant d'aller voir l'analytics de ça pour voir où je suis écouté, où sont mes étudiants, peut-être. Là, ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Donc, pour la question des trophées et du gaming, quel est encore une fois, le travail dans les coulisses pour préparer tout ce travail? Que ce soit donc là, je suis en train de parler de 2 projets différents. Non, c'est le même. C'est les trophées dans la partie gamification. Qu'est-ce que tu veux savoir, Nadia, sur le... Et le travail, comme si quelqu'un veut suivre ton modèle, Ah oui. quel est le travail dans les coulisses éventuellement, là, je ne sais pas si vous voyez est-ce que vous le voyez en ce moment, Oui. la vidéo? Oui. Là? Donc, on voit... Ça va être plus simple pour ceux et celles là, qui... là, on est en train de développer cette application-là. Là. C'est-à-dire qu'avant, moi, c'était compliqué. Vous voyez les trophées, là? Là, il y a le cours éthique et professionnalisme, mais il va y avoir des modèles comme ça pour n'importe quel autre cours. Moi, ce que je faisais en ce moment, c'est pour chaque comportement qui est intéressant, j'envoyais un petit courriel. Bravo, tu as été en classe 12 fois, tu as reçu un trophée. Bravo, je sais pas, tu as fait une communication qui fait rire la classe ou tu as participé, tu n'arrêtes pas de poser des questions en classe. Ah, j'ai reconnu ça. Voici, tu as un trophée. Puis je leur envoyais des petits trophées par courriel. Puis je prenais en note dans un fichier Excel. Donc ça, c'était le travail que je faisais. Mais pour les profs, je vous décourage de faire ça. Je vous encourage plutôt, vous pouvez le faire, là, mais avec humilité, puis le savoir que ça exige beaucoup de temps. Mais ce que vous voyez à l'écran, puis vous le voyez, là, Nadia, Oui. la vidéo? Ce qu'ils sont en train de développer, c'est un peu ça, là, c'est-à-dire un système de trophées et récompenses. Pour ceux qui n'aiment pas l'idée de trophée, c'est l'idée de donner des micro-récompenses, puis que les professeurs pourraient s'abonner à ce genre d'outils-là. C'est-à-dire que l'université va offrir ça, un outil qu'on pourrait ajouter à l'ENA. Donc, c'est un système de trophées. Puis après ça, le professeur pourra choisir les trophées qu'il veut donner, choisir les noms qu'il veut donner aux trophées, choisir le nombre de points éventuellement que ça peut valoir, quel type de comportement il souhaite encourager. Est-ce que le prof veut donner plus de trophées pour l'excellence, un peu plus ou un peu moins pour, tantôt je parlais de création, tout ça. Chaque professeur est tout à fait libre de concevoir c'est quoi pour lui l'engagement ou c'est quoi un vrai cours universitaire. Il y en a plusieurs qui ont plusieurs philosophies de l'enseignement. Ça, c'est une façon d'encourager des comportements qui sont alignés sur ta compréhension ou ta philosophie de c'est à quoi ça peut ressembler un cours universitaire. Donc, éventuellement, ce genre d'outil-là, ça s'en vient. Je le trouve intéressant. Les professeurs, ils cherchent tout le temps là, on peut sanctionner avec le bâton, mais la carotte, là, plein de petites carottes, là. Comment on peut aider l'étudiant comment on peut le stimuler à faire toutes sortes de petits comportements aidants pour lui, aidants pour la vie du cours. Puis à la fin, ça va l'aider à réussir. Je vais arrêter là. Et puis, donc, ce système de trophées, de badges, comment ça se traduit dans le cours? Donc, c'est une note de participation, c'est une note de... Comment ça se traduit après dans les résultats? Parce que c'est là où... Dans les résultats, moi, j'offre 5 points de bonus. Il y en a plusieurs qui vont dire tu donnes 5 points de bonus parce que l'étudiant est présent en classe. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est 5 points de bonus que les étudiants peuvent aller chercher avec plusieurs comportements. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu gagnes un trophée que tu as un point, mais si tu en accumules des trophées dans une catégorie, à un moment donné, il y a un point gratuit sur ta note finale qui apparaît. Donc ça, on veut stimuler des comportements, mais en même temps, les étudiants,
ça fonctionne aussi avec des points. On peut bien dire que c'est important que vous soyez présent en classe, c'est important que vous soyez engagé, participatif, mais c'est ça, souvent on se satisfait de peu. Puis s'il n'y a rien comme récompense, si c'est des micro-récompenses, s'il n'y a rien comme récompense, pourquoi je le ferais? On a beau leur dire, oui, mais c'est parce que ça va t'aider à réussir. Mais justement, aidons-les à s'aider à réussir. On va le formuler comme ça, là, avec des petites micro-récompenses. Donc, c'est ça, c'est 5 points maximum. Dans ma classe, tu vois, j'en ai 250 en ce moment. Là, j'en ai à peu près 10 sur 250 qui sont allés chercher les 5 points maximum. Puis il y en a plein qui luttent. Il y a toutes sortes de trophées étranges aussi que je leur donne. Là, il y a un trophée. Les noms de trophées, c'est intéressant. Moi, si tu étais présent en classe, ben, le trophée, ça s'appelle Mon corps y était. Hein? C'est-à-dire, bon, est-ce que tu étais là mentalement? Je ne sais pas, mais au moins, tu étais là physiquement. Donc, c'est ça. Je leur donne des petits trophées, souvent humoristiques. Ça crée aussi une dynamique intéressante. Des fois, je me sers aussi, tout à l'heure, on parlait de l'univers geek. Je me sers aussi de certains clins d'œil à l'univers geek avec mes noms de trophées. Mais à la fin, c'est 5 points. Mais vous seriez surpris de constater à quel point des étudiants, surtout en sciences et génie, il y a peut-être je sais pas, un trait de caractère un peu complétiste là-dedans, là, mais il y en a plusieurs là, qui sont prêts à faire des efforts considérables pour quelques points. Là. Comme j'ai un trophée pour s'ils réussissent 12 questionnaires parfaitement. Ben, c'est des exercices formatifs, mais là, il y en a qui travaillent fort pour essayer d'aller chercher ce petit point potentiel-là. Puis c'est pas juste en réussissant ça, c'est plusieurs réussites cumulées qui vont leur donner ce petit point-là supplémentaire. Il y en a plusieurs. Il y en a même qui me demandent la liste des trophées, mais c'est une liste qui est non officielle. Mais si un étudiant est assez fou pour vouloir aller chercher tous les trophées, ben, s'il en fait la demande explicite, je lui donne la liste, mais c'est ça. Il y a même des trophées cachés aussi. Là. Ils apparaissent nulle part, mais des fois, je m'en sers pour valoriser un comportement. Comme il y a un étudiant cette année qui m'a surpris en contexte de pandémie. Il m'a dit, moi, je lui ai donné plusieurs trophées, puis à un moment donné, il y avait un point. Il dit, mon point, j'aimerais ça le donner à un autre étudiant qui a des difficultés en ce moment. Puis, donc ça, je lui ai donné un trophée supplémentaire pour ce genre de comportement. Je trouvais c'était vraiment attentionné de sa part, très sensible à ce qui se passe. Puis, voyant bon, les trophées, ça l'intéressait, mais en même temps, l'idée de point, là, il voulait le donner à quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça. C'est un comportement inattendu. Puis, il y a eu un trophée caché, en fait. Il n'était pas caché, il n'existait pas. Puis, je lui ai inventé un petit nom de trophée là, pour au moins souligner ce geste-là. J'ai une question concernant les personnes qui suivent le cours d'une façon asynchrone. Donc, ils n'ont pas accès à le trophée, par exemple, de Mon corps est là, ou bien de la présence, ou bien... Qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là pour s'assurer que c'est pas parce qu'ils ont pris un choix que tu as présenté qu'ils vont être pénalisés? Oui, c'est ça. Donc, eux, il faut aussi... c'est ça, là, il y a des trophées qui leur sont réservés. Par exemple, si je les ai jamais vus en classe, mais je vois qu'ils ont été présents en classe synchrone, là, il y a un trophée qui est réservé à ceux qui sont en classe synchrone. Ceux qui n'ont jamais été présents en classe ni en classe synchrone, bien là, je vais regarder le nombre de branchements à l'ENA. Donc, eux autres, ils vont avoir accès à des trophées. S'ils se sont branchés plus de 200 fois à l'ENA, il y a un trophée. J'ai des forums de discussion. S'ils ont participé, s'ils ont lu plus de 300 contributions à des forums, il y a un trophée. S'ils ont participé plus de 10 fois à des forums en classe, il y a un trophée qui est associé à ça. Donc, c'est sûr qu'il faut penser à chaque type d'étudiants. Il y a des étudiants qui mélangent tout ça. Des fois, ils sont en classe, des fois, ils sont en synchrone, des fois, ils ne sont pas là, puis ils font ça asynchrone. Mais il y a des profils d'étudiants qui seront là, qui ne seront jamais là en classe, qui vont y aller à leur rythme parce que peut-être qu'ils ont des stages, tout ça. Donc, il faut penser, en tout cas, moi, j'essaie de penser aussi à valoriser des comportements aidants, qui les aident, qui démontrent qu'ils sont engagés, mais à leur manière. Souvent, c'est via les forums de discussion. Je me sers souvent de cet outil-là, mais il y a les outils aussi, les statistiques qu'on peut aller chercher. On a accès à toutes sortes de statistiques, là, les statistiques de branchement, statistiques de participation. Il y a les indices de réussite aussi, on peut s'en servir. Donc, je me sers de ça. Mais c'est sûr que les étudiants
asynchrones ou des étudiants qui ne sont jamais en classe, il faut leur réserver des trophées. Il faut leur réserver aussi du contenu qui est destiné spécifiquement à ce genre d'étudiants-là qui n'ont jamais eu accès au contenu plus vulgarisé en classe. Donc, c'est ça. C'est une des difficultés du cours commandal, d'essayer de penser à chaque profil d'étudiant, y penser à chaque module, mais y penser aussi au long cours. Je vais te poser une dernière question qui est en rapport avec aussi un gros challenge que tout le monde est en train de faire face auquel on est en train de faire face, et puis c'est l'équité. Comment tu t'assures d'assurer l'équité dans tes cours concernant pour les étudiants? J'aurais plusieurs exemples à donner, mais je pense que le geste d'équité le plus... il y a les mesures d'accommodement, évidemment, là, mais la mesure d'équité, moi, que je trouve la plus importante, c'est essayer d'identifier les étudiants qui ont le plus de problèmes à distance. Ça se voit, ça s'identifie quand même assez vite là, avec les outils statistiques. Un étudiant, après 3 semaines, qui ne s'est pas branché à l'ENA, c'est possible de le savoir. On va voir dans les statistiques du cours, puis tu les mets en ordre. Donc, systématiquement, je dirais, toutes les 2 semaines, je regarde là, ceux qui ont des statistiques qui sont très basses, puis je leur écris en leur disant je vous le dis, mais vous le savez déjà, vos statistiques démontrent que votre cours, vous avez pris un certain retard, puis ça risque éventuellement d'être difficile à rattraper. Est-ce que je peux vous aider? Donc, comment je peux vous aider dans ce contexte-là? Puis vous seriez surprise de voir combien de personnes me répondent. C'est-à-dire que c'est souvent ça. Ils cherchent de l'aide. Il y a des choses qu'on peut leur offrir, mais d'autres mais au moins une oreille attentive de dire, vous savez, votre prof, il voit là, que vous avez de la misère, puis votre prof, il est prêt à vous aider. Puis ça, je pense qu'on parlait de réserver du temps. Réserver du temps aux étudiants qui sont les plus dans le besoin. Puis ça, à distance, c'est quelque chose qui est plus facile à identifier. L'étudiant en classe qui n'est jamais là, il est dur à identifier parce qu'il n'est jamais là. À moins de prendre les présences, on ne le saura jamais. Puis on se dit, ça va bien dans ce cours-là, tout le monde est participatif. Oui, mais il y en a un qui n'est pas là, qui est peut-être en dépression chez eux. Donc, à distance, ça se voit. Donc, il y a un suivi qui est peut-être plus serré. Puis identifier, oui, les étudiants, tout à l'heure, je parlais de mon système de trophées. C'est facile d'identifier les étudiants qui, après 3 semaines, ils vont réussir leur cours. Là. On le voit facilement. Mais ceux qui s'en vont vers un échec, il faut rapidement les identifier. On a les outils pour ça. Leur offrir de l'aide. Je ne peux pas faire le cours à leur place, mais au moins leur dire qu'est-ce que je peux faire. Si c'est dépression, tout ça, mais leur offrir, il y a de l'aide à l'université. Là. Il y en a que moi, j'ai déjà eu des cours des problèmes de francisation. Il y a plusieurs des étudiants qui m'écrivaient. Il y a beaucoup de textes à lire. Il y a des forums à écrire. Je maîtrise mal le français. Puis, ça, c'est intéressant. Puis, je le fais aussi avec mes étudiants. Quand je détecte dans les forums que j'ai des étudiants maghrébins, entre autres, là, il y en a plusieurs que le français, parler, ça va, mais à l'écrit, c'est plus compliqué. Puis souvent, je leur écris en disant « Salut, ça va bien, j'ai lu ta dernière participation, j'ai noté quelques maladresses. Il y a des outils à l'université, je t'invite à aller chercher ça là, parce que tu vas en avoir besoin. » Puis même si c'est un Québécois de Saint-Lin-Lin, s'il y a des problèmes en français, je lui dis aussi en disant écoute, c'est une qualité là, que tu devras développer, puis il y a des outils à l'université, puis travaille là-dessus, tu es là pour te former, puis dans 10 ans, tu vas me remercier d'avoir travaillé là-dessus. Mais c'est ça, je pense qu'en matière d'équité, aider les étudiants qui sont dans le besoin, les accommodements, c'en est un. Les étudiants qui sont en difficulté, les étudiants qui ont des problèmes, tout à l'heure, tu parlais de difficulté d'accès au contenu, produire puis prévoir du contenu qui est téléchargeable, c'est intéressant. Donc, pas juste du contenu auquel on peut avoir accès là, en streamant ou en se branchant sur le site. Là, une fois qu'on se branche, on se trouve un café Internet à quelque part. Si on peut télécharger le contenu, les podcasts, ça se télécharge, les vidéos, les audios, tout ça, ça se télécharge. Donc, ça, c'est une belle façon d'éviter ça ou de régler ce genre de problème-là. Sinon, là, j'en vois pas d'autres. Ben, il y en a évidemment d'autres, là. Évidemment. Mais pour l'instant, là, j'en vois pas dans mon cas.
Moi, j'avais prévu 1 heure, mais là, on est rendu à presque 1 heure et demie. Et puis, je te dis là, ce que tu as partagé est super intéressant, super pertinent. Je crois que c'est vraiment, comme, merci beaucoup pour ton temps et pour tout ce partage-là. Merci, Et Nadia. puis, comme tu as dit, le projet de podcast, ça serait un projet super, super, super pertinent. Et puis, le plus on s'en va vers l'asynchrone, et puis le plus on s'en va vers cette, tu sais, comme tout l'apprentissage en ligne et puis à distance, surtout durant cette pandémie-là, je crois que le travail avec les podcasts est super, super utile. Oui. Alors, moi, je vais inviter tout le monde, comme n'importe qui est en train de nous regarder là, de regarder la vidéo, de vraiment te contacter parce que Oui. là, tu as une expertise avec les podcasts. Et puis, moi, je vais être une des personnes qui va parler avec toi des podcasts après. Mais oui, c'est sûr. Moi, je suis prêt. J'adore ça. Je trouve que c'est le fun d'abord juste de discuter de ce genre d'enjeu-là avec une personne compétente, des invités, des profs. Je trouve que c'est un sujet facile, c'est un sujet qu'on aime aborder parce que c'est quotidien, là, des problèmes en enseignement. Là, on en a tous les jours, des défis. Toi, comment tu fais ça? J'ai des problèmes. Juste mes forums de discussion en ce moment, là, si quelqu'un a une solution sur les forums de discussion là, qui me fasse signe, mais ce n'est pas un outil qui est adapté. Toutes les fois que je croise un prof, je parle des forums, ça n'a pas d'allure. Mais c'est ça, ce genre de petite communauté-là, ça aide entre nous, discuter, entendre d'autres problèmes, entendre des pistes de solutions. C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Dans mon cours, c'est ça, je m'en sers au début de mon cours. Au lieu de faire encore mon cours, ça fait plusieurs fois que je le donne. Là. Je ne me mettrai pas devant un Zoom comme ça à parler pendant 3 heures, à dire quelque chose que j'ai déjà radoté en classe. Mais je vous dis, allez voir le cours en classe. Il est pertinent, je l'ai donné, puis je l'ai bien donné, puis allez voir, c'est bon. Mais en même temps, aujourd'hui, je vais juste être là, je réponds à vos questions, puis je vous prépare un peu au contenu que vous allez voir, tel texte que vous devez lire, puis tranquillement, on crée cette relation-là. Puis ça n'oblige pas le prof aussi à passer encore 3 heures devant son écran. C'est épuisant, là, ça fait déjà 1 heure et demie. Là. Il fait chaud dans cette maison-là. Absolument. Puis la dernière chose que je veux dire, c'est que quand tu parles des podcasts, tu parles comme si c'est quelque chose de super simple, super facile. Mais je comprends très bien le travail qui est derrière le podcast parce que, encore une fois, oui, c'est 1 demi-heure. Et puis les gens sont en train de faire quelque chose, mais ça doit être vraiment une demi-heure qui est très bien travaillée pour vraiment garder l'attention des personnes Oui. qui sont en train de t'écouter. Alors, je crois que aussi, C'est il y sûr a que... du travail que tu fais pour organiser puis avoir, tu sais, comme c'est, qu'est-ce que tu es en train de dire, le ton de voix, le contenu de tes podcasts. Alors, tu dis que c'est facile, mais je suis certaine que Non, le c'est ça. travail que tu Ben, fais je pense que derrière ça, c'est énorme et c'est sans même se super rendre, intéressant. sans même jusqu'à aller au podcast, mais juste des enregistrements audio. Tantôt, je parlais d'Audacity. Moi, j'ai commencé, ben, c'était pas des podcasts à l'époque, c'était des commentaires audio. C'est-à-dire que quand j'avais accès aux travaux pratiques des étudiants, ben, au lieu de leur envoyer des commentaires écrits qu'ils liront jamais, je leur envoyais un commentaire audio en disant Salut Joseph, salut Charles, salut, bon, j'ai lu votre texte, puis c'est pas bon, mais non, c'est pas vrai, je dis pas ça, mais voici ce que vous pourriez améliorer, puis voici ce que vous devez faire pour l'autre TP qui s'en vient, puis j'espère que ça se passe bien pour vous, puis bonne fin de session. Puis j'envoyais cet enregistrement à tous les étudiants. Ça aussi, c'est une autre façon de créer ce lien-là avec l'étudiant. Au lieu de lui envoyer des textes, son texte rougi avec des points d'exclamation, ben, bonne chance pour créer une relation après. Mais si tu l'envoies un petit audio comme ça, ben, il l'écoute. Puis on le souhaite qu'il l'écoute, mais en même temps, ça te permet de donner le ton que toi, tu aimes avoir avec tes étudiants, puis essayer de tranquillement créer ces liens-là. Il faut profiter de toutes ces chances-là pour les créer, ces liens. Sinon, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de fun. Tiens. Allez, je te souhaite un bon week-end et puis une belle fin de session. Et puis, on reste. Je t'envoie la vidéo dès qu'elle est en ligne. C'est le début d'une longue conversation, Nadia. OK. Allez, bye Ciao, ciao. bye. Bye.